Hello, hello, my friend Priscille, pour notre dernière journée complète en Écosse. Et nous avons, ce matin, nous sommes partis de Glasgow. Nous étions à Glasgow, donc nous avons passé la matinée à visiter la ville. Un temps très mitigé, un peu d'éclaircies, un peu couvert, un peu de pluie, un peu de tout, hein, en fait, encore aujourd'hui. Pas super froid, mais pas super beau non plus. Alors Glasgow, c'est une ville ancienne, hein, puisque la naissance de la ville date du Moyen Âge, avec une partie très religieuse et puis une université, une des plus vieilles universités au monde, hein, puisque l'université date de 1451. Qui était donc une ville un peu dans les lumières écossaises et qui a imposé rapidement l'alphabétisation des gens qui habitaient en Écosse. Du reste, l'alphabétisation en Écosse était beaucoup plus précoce que dans l'Angleterre ou même en France. Depuis très longtemps, les petits garçons et les petites filles vont à l'école en Écosse. Une ville qui est devenue un centre de commerce transatlantique, hein, au XVIIIe siècle, et puis qui a aussi été au centre de la révolution industrielle au XIXe siècle. C'est l'image que l'on a beaucoup, hein, de Glasgow, ville très industrielle, très sombre, des fumées, des grandes cheminées, etc. Et ben oui, 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 c'est exactement ça. Enfin, c'était en tout cas, hein. Alors c'était considéré quand même comme pendant longtemps comme la deuxième ville de l'Empire britannique pendant les époques victoriennes et édouardiennes. Et ça reste encore aujourd'hui un des plus importants centres financiers européens, avec énormément de quartiers généraux de très grandes entreprises écossaises. Voilà, alors on est donc là sur la partie ouest de l'Écosse, hein, mais vraiment le nord-ouest. C'est pas très loin d'Édimbourg, puisqu'on est à même pas 80 km d'Édimbourg, on est quand même assez loin de Londres, hein, plus de 600 km. Donc là, il y a encore une rivière, hein, qui traverse, qui s'appelle le Clyde, qui se jette donc dans le Firth of Clyde, et puis donc par là dans la mer. Il y avait beaucoup de trafic naval sur le fleuve qui a complètement disparu après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà un peu pour situer la ville. Donc une ville qui a été très très industrialisée, qui se tourne maintenant plus vers la culture. Donc on avait donc une très ancienne université, hein, que l'on voit toujours avec des bâtiments fantastiques, même s'ils ne sont pas d'origine. Et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, l'université de Glasgow qui a inspiré Harry Potter, c'est celle de Édimbourg, même si elle se ressemble quand même un petit peu, hein, architecture. Ah, au niveau de l'architecture, vous m'avez compris. euh, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, ils ont construit d'autres universités. Donc maintenant, il y a 3 grandes universités, dont la dernière date à une petite vingtaine d'années. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. On voit de nombreux nouveaux musées d'art moderne, de culture. Donc il y en a un petit peu partout en ville. Donc il y a vraiment cet engouement pour passer de l'ère complètement industrielle et gris à des choses un peu plus, oui, au niveau de l'art et de la culture. Alors néanmoins, comme je vous le disais, ça reste super gris. Les maisons, les monuments, on voit qu'il y a eu des fumées, hein, pendant longtemps parce que c'est très noir, hein, les pierres sont très très noires, même si on est beaucoup là dans des pierres roses, hein, on est dans du granit, on voit quand même que ça a été bien, bien sali par le temps. Donc le centre-ville, c'est une alternance de très anciens bâtiments et puis de choses beaucoup plus nouvelles. Donc on a des choses en étage, hein, des petits immeubles, c'est les premiers immeubles un peu sur la partie écossaise, des petites choses qui font 4-5 étages, hein, donc c'est pas non plus très très élevé.
Mais il y a eu déjà dès les années 60 quelques petits gratte-ciel qui ont été construits aussi à Glasgow. Donc quand on se balade dans le centre, voilà, c'est cette vraiment alternance entre les très anciens bâtiments avec des décorations, des sculptures, c'est assez joli. Ça manque un peu d'entretien, comme je dis, c'est un peu sombre, un peu noir. Et puis des bâtiments très modernes là qui sont au milieu. Ça se marie plutôt bien, hein. Il y a pas trop de faute de goût. Enfin, je suis pas une référence en la matière, mais ça choque pas. En tout cas, ça choque pas du tout. Euh, donc on a fait un tour avec le bus à étage. C'était pas mal, c'est assez intéressant en fait de visiter la ville comme ça, même si autant au début on était sur le toit, donc on pouvait prendre des photos, c'était sympa, il pleuvait pas. À un moment nous sommes arrêtés pour aller visiter la cathédrale et quand on a repris le bus, là par contre il pleuvait, donc on était en dessous en étage. Donc pour prendre des photos et quand on est en bas pour voir un peu les monuments, c'est pas top. Enfin on a quelques explications qui nous sont données qui sont quand même plutôt sympathiques. Donc nous avons visité cette fameuse cathédrale qui se trouve sur la partie un peu est, un peu est de la ville. Donc c'est une cathédrale qui a commencé à être construite au XIIe siècle. Donc on est vraiment dans du bâtiment très ancien. L'extérieur très noir, là encore la pierre, elle n'a pas été, ils n'ont pas du tout fait des travaux de rénovation. Effectivement, ça coûte cher de nettoyer les pierres, de décaper, etc. Ce qui est très dommage parce qu'on voit que c'est magnifique, mais c'est vraiment noir. Hein, été très 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 noir. Euh, à l'intérieur, c'est très beau. Il y a un grand orgue et c'est une cathédrale avec deux étages. Alors pour ceux qui connaissent peut-être la cathédrale de Canterbury, où vous voyez deux étages aussi, on a une première partie, on va dire, au niveau du sol, et puis on a des escaliers, il y a des murs, des portes, et on rentre dans une deuxième partie de la cathédrale, ce qui permet d'avoir en fait deux services différents. Donc là, c'est un peu le même style. Alors c'est beaucoup plus petit, hein, ça n'a rien à voir avec la cathédrale de Canterbury, mais ça fait exactement le même principe. On a cette première partie de cathédrale, des marches, des portes, et ensuite on a de nouveau une seconde partie de cathédrale avec à nouveau un hôtel, les chaises, etc. Donc voilà, c'est très beau, très beaux vitraux aussi. On a un chœur, enfin c'est vraiment c'est très 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 joli. Et puis autour donc de cette cathédrale, on a une nécropole. Alors c'est donc un cimetière, hein, voilà, mais qui est tout en sur une colline. Donc c'est assez curieux à voir là encore une fois. Parce qu'on a tout un tas de monuments, alors de stèles, de statues, de petits obélisques, enfin tout un tas de choses qui sont mis comme ça pour symboliser les tombes. Donc il y a pratiquement 4000 monuments dans cette nécropole qui date du début du 19e siècle. Donc c'est quand même assez récent, hein, je dirais. Et donc on a un peu de tout. Hein. C'est des petits monuments ronds, des carrés, comme des mini-temples. On a un peu tous les styles. En plein milieu, donc on a une grande statue de John Knox qui date de 1825. Et puis donc voilà, il y a cette petite colline, il y a un petit chemin qui serpente, et puis on passe là au milieu de toutes ces tombes plus ou moins bien entretenues, plutôt très anciennes. Donc c'est assez sympathique à visiter, hein, bien que ce soit un cimetière. Enfin, ça vaut la petite promenade. Alors là encore, il pleuvait, donc les photos sont pas terribles. Mais néanmoins, voilà, c'est une promenade sur les hauteurs de Glasgow qui est bien sympathique à faire et que je vous recommande une nouvelle fois. Donc ensuite, nous avons fini notre tour de la ville. Et en milieu d'après-midi, nous nous sommes rendus à la visite du dernier château avant notre départ, qui s'appelle le Linlithgow Castle. Alors c'est même plutôt palace.
puisque là, ce n'était pas un objet défensif, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la guerre ou autre chose. On est vraiment dans un palace d'habitation. Donc là encore, on a des débuts de construction qui datent du XIIe siècle. Puis c'est devenu une forteresse au XIVe siècle. Ensuite, il y a eu un incendie, ça a été rebâti, il y a eu de nouveau des destructions, ça a été reconstruit. Enfin bref, il y a tout un tas d'épisodes comme ça. Notamment, donc là, le déploiement ou l'agrandissement est nettement lié à une succession donc dans la famille royale Jacques I, III, IV et V. C'est aussi là que est née Marie Stuart en 1542. Donc elle est née à cet endroit-là. Elle n'est pas restée très très longtemps à l'endroit, on nous explique qu'elle est restée que quelques jours avant d'être cachée par sa mère Marie de Guise au château de Stirling dont on a déjà parlé. Donc c'était assez sympathique, je dirais, c'est ce genre de visite de château, c'est de voir certains personnages qui ont vécu dans un château, qui ont vécu dans une autre partie de leur vie, et d'arriver à faire le lien comme ça entre différents personnages qui ont circulé à peu près dans les mêmes période. Donc c'était assez, j'ai trouvé ça moi en tout cas assez sympathique de pouvoir faire le lien comme ça entre différentes choses. Donc essentiellement comme je disais un lieu d'habitation. C'est très grand. Il y a plein de tours. C'est très très haut. Pratiquement, il n'y a plus de tout de toiture puisqu'il a brûlé à un moment et la toiture n'a pas été refaite. Donc c'est assez ouais, c'est assez magique à visiter. Donc là, du coup, pour le coup, il n'est pas du tout meublé, puisque là, on est en plein air presque partout. Il y a un certain nombre de plafonds, enfin d'étages qui ne sont plus là parce qu'ils devaient être en bois. Donc on reste les corbeaux en pierre sur les murs, mais donc du coup, on va direct sur la partie ouverte du toit. Et puis ces tours qui sont tout autour d'une grande cour carrée. Je pense qu'il y en a il y a 6, 7, 8 tours, parce qu'il y en a au chaque angle et aussi au milieu de chaque côté. Et puis au centre, on a une espèce de fontaine avec tout un tas de petits personnages, des dessinés, des lions aussi, des licornes, des sirènes, joueurs de tambour. Enfin, il y a un peu de tout. Très mignon à visiter. Bon, là encore, c'est une ruine, mais ça vaut le détour. Et donc ça, c'était du coup la fin de notre dernière visite. Et nous nous sommes ensuite acheminés dans un hôtel pas très très loin et à proximité de l'aéroport, parce que demain, c'est le retour en France, malheureusement, après ce beau séjour. Alors c'est sûr qu'on a eu quand même pas mal de pluie. Je dois dire qu'on a eu beaucoup d'eau, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelques belles journées malgré tout, mais elles n'étaient quand même pas en majorité. Il a fait frais, température en moyenne autour de 10-12 degrés, quelques journées à 16-17, mais aussi quelques-unes à 4-5. Donc il y a eu un petit peu tous les temps. Heureusement qu'on était bien équipés. Il nous reste toute une partie qu'on n'a pas vue, toute la partie est, le côté Aberdeen et tout ça, on n'a pas eu le temps de faire. Comme je le disais il y a quelques épisodes, il faut évidemment revenir pour compléter tout ça. Pays magnifique, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'Écosse. Alors j'aime beaucoup l'Angleterre d'une façon générale, mais l'Écosse là, ça a marqué les points, je dirais. Surtout toute la partie nord-ouest, toute cette partie qui est très découpée avec des montagnes, ces couleurs, ces verts, ces jaunes. Enfin, c'est vraiment, c'est magique, tu vois, c'est magique. C'est vraiment des paysages à couper le souffle. J'ai adoré. Voilà. Alors après, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Je me plaignais au Canada, mais en Écosse, c'est pas beaucoup mieux. Je vous le dis tout de suite. Il y a vraiment pas beaucoup de réseaux cellulaires. Là, dis donc, on est très très souvent avec rien, ou alors en Edge, parfois en 3G, mais alors avec une petite barre. Donc ça, c'est un peu la misère quand même. Heureusement que on avait le GPS dans la voiture,
qu'un certain nombre de mes données, je les avais téléchargées sur mon iPad, me disant bien que par moment j'aurais pas toujours du réseau. Euh, Heureusement. Néanmoins, bon, les applications cherchent quand même le réseau, c'est long à lancer, c'est quand même un peu pénible parfois. Bon, heureusement aussi j'avais la version papier d'un certain nombre de mes cartes. Ça m'a bien dépanné dans certains endroits où bah voilà, on était un peu coincé, le réseau fonctionnait pas, il fallait avancer et puis on n'avait pas forcément toute la vie pour attendre que ça se remette. Donc voilà. Après, au niveau des hôtels, des restaurants, on a plutôt le Wi-Fi à peu près partout. Pas d'une qualité fantastique, hein. Vous avez remarqué que je vous ai pas mis les épisodes forcément tous les soirs parce que notamment dans un certain nombre d'endroits, j'avais vraiment pas suffisamment de réseau pour pouvoir faire quoi que ce soit, hein. Même aller, ne serait-ce que checker les mails, c'était toute une expédition. Alors télécharger un petit fichier audio, n'en parlons même pas, je lançais l'application et ça tournait pendant des heures sans qu'il se passe rien. Donc voilà, donc c'était pas toujours très simple. Donc l'équipement là-dessus, dans certains endroits en tout cas, était un petit peu faible. Après, bon voilà, on a une géographie qui n'est pas non plus simple, hein, beaucoup de zones montagneuses, donc forcément ça passe pas forcément bien. Et puis au niveau des endroits où nous sommes allés, hein, on n'est pas resté dans les grandes villes, si tant est qu'il y ait des grandes villes en Écosse. On a fait beaucoup de petits villages, de petits hameaux, de maisons très au milieu de nulle part, hein. Donc on peut comprendre qu'effectivement la connexion ensuite soit un petit peu moins facile. On a fait beaucoup de très jolies rencontres, que ce soit parmi les gens qui nous ont hébergés dans les Airbnb ou guest house que nous avons eus, puisqu'on en a fait quand même 4 ou 5. Donc c'est toujours des moments très sympathiques où on peut échanger avec les gens du cru et puis c'est toujours des moments intéressants. On a pu aussi pas mal discuter avec des gens dans les restaurants, d'autres voyageurs français ou étrangers. Donc c'est toujours des moments sympathiques de pouvoir échanger, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a plu. Voilà, ça ouvre l'esprit. J'ai remarqué toujours ce grand esprit de bénévolat que l'on retrouve en Angleterre et qu'on a aussi en Écosse. Notamment lorsque j'étais sur le petit bateau sur le Loch Lomond, j'ai eu l'occasion de discuter avec des rangers volontaires. Donc ils avaient une veste où c'était marqué Volunteer Ranger. Et donc je leur ai un petit peu posé la question sur ce qu'ils faisaient. Donc il y en a un en tout cas qui était lui retraité depuis quelques années et qui donc 1 à 2 fois par semaine était donc volontaire pour servir de ranger dans le parc naturel du Loch Lomond. Et c'est quelque chose qui est très répandu en Angleterre. La plupart des châteaux que nous avons visités sont maintenus par notamment le National Trust ou le Scottish Trust, qui fonctionnent avec des bénévoles. Donc ce sont quasiment que des personnes âgées, que des personnes retraitées qui viennent là quelques jours par semaine ou quelques heures par jour pour donner un coup de main à la caisse, pour faire les ventes, pour guider. Pareil, les gens qui vous expliquent dans les châteaux, dans chaque salle, ce qui se passe, sont très souvent des bénévoles, des personnes retraitées bénévoles. Et je trouve cette façon de fonctionner extrêmement intéressante, cette façon de pouvoir partager et de garder quand même une activité tout en étant à la retraite, qui sont généralement assez éloignés du métier de base des gens. C'était pas forcément guide touristique avant d'être à la retraite, mais qui se sont mis donc à apprendre quelque chose de nouveau alors que déjà âgés et supposés être en retraite, pour servir à la communauté et le tout d'une façon bénévole. Je trouve ça très intéressant. On n'a absolument pas ça en France, malheureusement, et c'est bien dommage parce qu'effectivement, ça permettrait certainement de faire baisser le coût d'un certain nombre d'installations, peut-être aussi d'aider au maintien d'autres éléments historiques, sans avoir forcément à taper dans les impôts, hein. Donc là, ça marche beaucoup sur le bénévolat et les dons en Angleterre, et ça a l'air de bien fonctionner, puisque les bâtiments que nous avons vus sont en bon état, continuent à être maintenus, et pourtant ils ont quand même beaucoup moins de touristes que l'on peut avoir chez nous en France, même s'il y en a quand même pas mal en Écosse. Donc voilà, donc vraiment cette notion de bénévolat, je pense que j'en avais déjà parlé sur un streetcast sur Londres ou sur le Kent, je me souviens plus.
Moi, je trouve ça très bien. Je regrette vraiment que ça n'existe pas chez nous. Euh, Parce que c'est vraiment une façon déjà d'occuper ces personnes retraitées qui le font de façon bénévole, donc c'est que ça leur plaît, et puis de transmettre un savoir de façon très efficace. Et ce sont des gens qui, comme le font bénévolement, sont généralement passionnés. Donc ils mettent vraiment tout leur cœur. Quand ils nous donnent les explications, c'est savoureux parce qu'il y a plein de petites anecdotes et ils y mettent vraiment, vraiment tout leur cœur. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup encore marqué et je ne cesse de le dire, c'est vraiment intéressant. Beaucoup de châteaux, évidemment, on a fait beaucoup de châteaux. Il y en a plus de 300 en Écosse, donc si vous comptez un peu, on en a fait 15 ou 16, ou peut-être même pas. Donc il y en a encore beaucoup, il y en a encore beaucoup à faire. On ne prévoit pas de les faire tous, même si certains de mes amis sur Facebook m'ont un peu chambré en me disant que je ne faisais pas le tour de l'Écosse, je faisais le Castle Tour. D'autres m'ont dit que je devais être en train d'économiser pour prévoir d'acheter un château et c'est pour ça que je faisais mes petites visites. Donc effectivement, hein, je prévois toujours d'aller m'installer en Angleterre. L'Écosse retient de plus en plus mon attention, je ne le cache pas. Mais le château, peut-être pas pour tout de suite, hein, parce que là, c'est pas le tout de l'acheter, comme dirait l'autre, mais il faut aussi faire la maintenance. Voilà, donc blague à part, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à visiter et nous sommes très, très loin d'avoir tout vu. Et nous avons fait quand même beaucoup de kilomètres parce que je crois qu'on a battu notre... J'ai fait pas loin d'autant de kilomètres que j'avais fait au Canada, c'est pour dire. Alors que techniquement, hein, sur la carte, quand on regarde, c'est pas très grand l'Écosse, hein, mais c'est très découpé. Donc forcément, quand on veut aller d'un loch à l'autre, d'une vallée à l'autre, c'est des montagnes. Contrairement au Canada, il n'y a pas des grandes routes droites qui traversent tout droit, je remonte et je redescends. Là, ça tortille un peu comme on voit nous en France dans les montagnes. Donc forcément, les kilomètres, ça chiffre vite. Hein. Et quand on veut passer d'une vallée à l'autre, voilà, on fait tout de suite énormément de kilomètres. Donc là, je crois qu'on est à peu près un petit peu plus de 2000 kilomètres. Je regarde exactement mon contrat. Mais par rapport à ce que j'avais au compteur dans mon contrat de location et quand on va rendre la voiture, là, on a pas mal roulé quand même. Hein. Bon, en 15 jours, il faut dire que ça va très très vite. Voilà, donc encore une super belle expérience. La météo, hein, comme je le dis, n'a pas été super avec nous tout le temps. Pourtant, mai-juin, c'est censé être les mois de l'année les plus secs. Dans de nombreux endroits, notamment quand nous sommes arrivés à l'île de Skye, on nous a dit, écoutez, il n'y a pas plu depuis 8 semaines. C'est un vrai désastre pour nous. Alors nous, par contre, on a vu de la pluie, hein, là, et c'était encore très très vert. Hein, donc même s'il n'y a pas plu pendant 8 semaines, je pense qu'il y avait quand même des grosses réserves en dessous, parce qu'on n'a pas du tout vu d'herbe jaunie. Hein. Chez nous, ici, dès qu'il ne pleut pas pendant 15 jours, l'herbe de la pelouse, elle est jaune. Là, elle était très très verte partout, donc il y a quand même des réserves. Il y a des réserves en dessous, hein, même s'il ne pleut pas pendant 8 semaines, soi-disant. Après, ça dépend ce qu'on appelle pluie, hein, parce qu'on a remarqué quand même que certains Écossais, quand ils broussinent, ils ne considèrent pas que c'est de la pluie. Bon, donc à voir, à voir. Voilà, c'est tout pour notre voyage en Écosse. J'espère que ça vous a plu, toutes ces petites explications. Je ne suis pas rentrée dans les grands détails de tous les châteaux, hein, parce que c'est quand même assez long, beaucoup de dates, beaucoup de noms, donc on ne s'en souvient pas forcément. Un voyage à faire, je vous le recommande. Encore une fois, mon support, ça a été le guide du routard, plus Internet, et puis TripAdvisor et Google Trip, comme d'habitude. Je voulais refaire un petit point sur mon organisation du voyage. Donc là, j'avais testé de tout mettre en packing cube dans la valise. Et là, c'était nickel, franchement, puisque tous les soirs, quasiment, on a changé d'hôtel. Avoir son petit cube pour les hauts, les bas, les sous-vêtements, machin, c'est fantastique parce que du coup, ça va hyper vite pour défaire et refaire la valise et c'est toujours clean. Donc là, c'est la première fois que je le fais autant. Je l'utilise beaucoup pour le travail, mais là, pour un grand voyage, c'est la première fois que j'utilisais tous mes petits packing cubes et là, c'était top. Donc je continuerai pour la suite. J'ai testé aussi, comme je vous l'avais dit dans un épisode de Productive View, au niveau vestimentaire, des petits pulls fins en laine mérino.
Donc un très fin, un peu plus épais. Donc moi, allergique à la laine, normalement, j'ai tendu le dos en me disant qu'est-ce que ça va donner. Et ben c'était parfait, ça m'a pas piqué, ni gratté, ni quoi que ce soit une seconde, alors que je le portais vraiment à même la peau. Ça tient hyper chaud. Et quand il fait plus chaud, parce qu'on a fait des randonnées ou autres, ça reste très aéré, ça ne tient pas du tout les odeurs de transpiration, on ne transpire pas là-dedans. Ça reste avec une très bonne odeur, même si on n'a pas lavé pendant 3-4 jours et qu'on l'a porté tous les jours. Donc c'est quand même super appréciable. Bon, après, je prends des douches quand même, hein, donc je ne reste pas dans mon jus pendant plusieurs jours, donc ça doit aider quand même. Néanmoins, c'est vraiment épatant. C'est très léger. Quand on les lave, ça sèche super vite. Et ce qui fait qu'en fait, j'en ai racheté. Je suis tombée sur une boutique Mountain Warehouse à Glasgow. Ils faisaient justement des soldes puisque c'était plutôt des articles d'hiver qu'ils étaient en train de finir d'installer l'été. Donc j'ai acheté de nouveaux pulls avec de différentes épaisseurs pour une bouchée de pain. Quand je vous dis une bouchée de pain, j'en ai eu un à 5 livres et l'autre à 15 ou 19, alors que ça coûte plus du double en principe, voire même le triple pour l'un d'eux. Donc là, j'en ai profité parce que ben voilà, c'est pour mes prochains voyages, comme j'aime quand même bien les pays du Nord, hein, il risque de faire frais. Quand je reviendrai en Écosse, ça me servira certainement. Et puis, je pense que ça me servira aussi dans ma vie quotidienne, parce que j'ai pris des choses qui sont quand même un petit peu habillées. Et je pense que pour des déplacements dans des zones un peu fraîches, comme ça m'arrive régulièrement, ça fera très très bien l'affaire tout en étant léger. Voilà mon petit retour sur ces pulls en mérino. Je conseille hein, pour tous ceux qui vadrouillent. Il y a différentes épaisseurs, hein, puisque ça peut se porter depuis des températures très fraîches jusqu'à même des températures très chaudes. Parce qu'il y a même des t-shirts qu'on peut avoir dans cette matière, même des sous-vêtements, pour être quelque chose de respirant, très hygiénique, sain, puisque c'est de la laine pure avec aucun truc ajouté. Donc je recommande. Voilà pour la petite partie organisation. Eh bien écoutez, c'est fini pour moi pour cette visite d'Écosse. Je vous referai peut-être un épisode avant ma prochaine destination. Et ma prochaine destination, c'est dans 3 semaines. Je vais me faire un grand week-end à Amsterdam, que je ne connais pas. Donc je vous ferai aussi un petit rapport quotidien. Bye bye à tous. Ciao.